Bon, alors ce cours, c'est une introduction au traitement d'image. Euh, vous aurez en principe trois cours de traitement d'image. Un premier en S1 du master, un deuxième sur la vision artificielle en S2, et puis un troisième sur les modèles avancés pour traitement d'image en S3. Alors principalement, la différence entre ce premier cours du S1 et celui du S3, la deuxième année, c'est que dans ce cours, les images sont considérées comme des matrices. Et pour le S3, les images sont considérées comme des fonctions. Voilà, donc je commence sans trop tarder et je vais sauter quelques transparents qui sont pas, bon, pas très importants, qui sont pas indispensables. Et ben, sur ce premier transparent, on peut remarquer, enfin, on peut comparer en fait les deux carrés A et B, d'accord? Et je pose la question, vous pouvez répondre. Comment vous comparez le carré A avec le carré B en termes d'intensité? Il y a en principe un carré qui est plus clair qu'un autre. C'est quoi le carré le plus clair? C'est le B? C'est B, d'accord? On est d'accord. Oui. D'accord. En fait, c'est faux. A et B possèdent exactement la même intensité. Est-ce que vous pouvez croire ça? Euh, Ça dépend de la définition de l'intensité. C'est quoi la définition? La couleur. La couleur? Oui. Euh, oui, peut-être. Ça dépend de الجهة اللي نشوفه منها. Voilà, ça dépend en fait, ça dépend le contexte. Parce que le B, il est dans cette région d'ombre, il apparaît plus clair. Mais en fait, A et B possèdent exactement la même couleur. Et pour vraiment y croire, moi, ce que j'ai fait, j'ai supprimé quelques parties de l'image progressivement pour ne garder que A et B, pour pouvoir les comparer. Je vais montrer les transparents, mais ce que j'ai fait, c'est juste supprimer les autres parties et ne garder que A et B. J'ai rien modifié, hein, d'accord? Ça même image. Voilà, ça c'est la première. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Donc A et B, c'est exactement la même couleur, d'accord? Mais les deux carrés apparaissent différents parce qu'ils ne sont pas dans la même région, dans le même contexte. D'accord? Voilà. Tout ça, c'est pour dire, bon, j'ai mis ce transparent pour dire que des fois, même le cerveau humain, qui est la machine la plus performante, peut facilement commettre des erreurs dans le traitement d'image ou même dans des opérations très basiques, comme la comparaison de couleurs, la comparaison d'intensité. C'est une opération très simple et très basique, élémentaire. Et l'être humain il peut facilement faire des erreurs, d'où l'intérêt et l'importance d'avoir un traitement automatique qui est fait par des machines. Alors, je passe tout ça. Et donc, l'image pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une matrice. Et, et donc, chaque point de l'image possède une valeur. Et cette valeur, elle est entre 0 et 255. Enfin, il n'y a pas que ça, mais on va dire ça pour le moment. Euh, on a bien sûr les indices de ce qu'on appelle le pixel, c'est-à-dire la position X et Y, les indices X et Y, et puis on a la couleur. Donc on va dire qu'un pixel, qui est l'élément élémentaire d'une image, est caractérisé par trois valeurs. Le XY, qui donne la position, et puis l'intensité, qui est une valeur entre 0 et 255. Alors pourquoi 255? Pour des raisons informatiques, purement informatiques, parce que les images sont stockées en 8 bits, et depuis 8, c'est 256, et on considère de 0 à 255 pour avoir 256 valeurs possibles. Voilà, c'est assez simple. Oui. Les images qu'on manipule sont dites images en niveau de gris, parce qu'il n'y a pas de couleur. Nous, on va faire des traitements principalement de traitements d'images en niveau de gris. Et les images en couleur, enfin, les traitements, on- ces traitements qui sont définis pour les images en niveau de gris peuvent être généralisés plus ou moins facilement aux images couleurs. Les images couleurs qui sont considérées comme la juxtaposition de trois images différentes, trois canaux différents, RGB, rouge, vert, bleu. D'accord? Voilà. Donc, l'image, c'est les valeurs qu'on a vues. Ben, l'image, il y a plusieurs types d'images. Il n'y a pas que les images photométriques.
qui sont des acquisitions d'appareils de caméra et tout ça. Et il y a par exemple l'image photo, les images de température, les images thermiques, où les valeurs qu'on a considérées entre 0 et 255, représentent des degrés de température. Donc, quand on parle d'image, l'image, ça donne des informations. Cette information, elle peut être très diverse. Par exemple, un degré de température. Donc, il y en a l'image thermique. Et puis, il y a aussi, exemple, les images ERM, euh, l'imagerie par résonance magnétique, ou MRI en English, où chaque pixel, ou l'information contenue dans chaque pixel est la résonance du proton. D'accord? Les images en rayon X, où l'information, c'est si j'ose dire, la densité osseuse, je passe ça, les images radar, où l'information est la distance par rapport à la source d'émission des ondes radar. Donc, les images, en fait, on peut définir l'image comme une matrice où chaque pixel contient une information. Et en fonction de l'information, on peut avoir plusieurs types d'images. Donc, on peut généraliser les images plutôt que matrice. On peut parler de tenseurs. Par exemple, entre guillemets, les matrices 3D, les volumes. 4D, on peut avoir un volume, mais qui évolue dans le temps. Donc, on a notre quatrième dimension temporelle. Je peux définir l'image aussi comme une fonction d'un espace de départ dans un espace d'arrivée. Et bien sûr, une fonction, ça généralise la matrice. Et quand on travaille avec des fonctions, on peut utiliser plusieurs outils mathématiques qui sont assez poussés, comme l'analyse fonctionnelle, le calcul d'intégrale, la dérivation et tout ça. D'accord? On peut aussi définir comme une distribution, un champ aléatoire, une surface, une subvariété. Donc mathématiquement, on peut choisir un degré de technicité et de complexité de la représentation en fonction de l'application et en fonction de la personne qui fait le traitement. Alors, on peut définir plusieurs niveaux de traitement d'image, mais bon, c'est pas très rigoureux. On peut parler d'un premier niveau de zéro de représentation. On s'intéresse à comment je représente l'image. Et quand on parle de représentation, on parle aussi d'acquisition. Et même à ce niveau d'acquisition, il y a plusieurs problèmes intéressants qui apparaissent au niveau de l'échantillonnage, de la quantification, de la compression. On verra ça plus tard. D'accord? Un deuxième niveau est un deuxième niveau de traitement d'image, c'est transformation image-image. Et on peut se concentrer sur l'input-output. Donc, on peut dire que dans ce niveau, l'input, c'est une image et l'output, c'est une autre image. Et puis, il y a des problèmes d'héritage, amélioration, segmentation, ainsi de suite. On peut définir un troisième niveau où l'input, c'est une image et l'output, la sortie, c'est des attributs. Donc, quand on parle d'attributs, c'est des informations extraites à partir des images. Ça peut être des points, ça peut être des lignes, des contours, ainsi de suite. Il y a un troisième niveau ou un quatrième niveau 3, c'est des transformations d'attributs. Ou plus précisément, si on garde toujours cette logique de input-output, on peut dire que l'input, c'est l'image ou bien les attributs, et l'output, c'est l'interprétation. L'interprétation, je peux prendre une image d'une salle et je fais l'interprétation pour, par exemple, compter le nombre de personnes présentes dans une salle ou bien même reconnaître les visages, plutôt les visages des personnes. C'est de la reconnaissance de forme. On peut faire aussi de la navigation autonome, un robot mobile qui part d'un point A vers un point B dans une salle ou dans un environnement, dans une usine, dans ce que vous pouvez imaginer. Et puis il y a des obstacles. Il faut que la navigation autonome, il faut que le robot soit en mesure de détecter les obstacles, de les reconnaître et puis de choisir le chemin le plus optimal d'un point A vers un point B. Voilà, donc le traitement d'image, bon, on fait la distinction entre traitement d'image et vision artificielle. Le traitement d'image, ça touche plus les niveaux 0 et 1. Et puis l'analyse d'image, les niveaux 1 et 2. Et puis la vision artificielle qui est plus orientée vers les applications,
et ça touche les niveaux 2 et 3. Bon, la séparation, elle n'est pas vraiment très, comment dire, très nette, mais bon, ça donne une idée sur les différentes, let's say, le vocabulaire utilisé en traitement d'image. Voilà, donc un premier problème fondamental en traitement d'image, c'est la restauration, où en entrée, on a une image qui est bruitée. Vous pouvez regarder les points noirs et blancs qui sont un petit peu, qui gênent un petit peu et qui représentent un bruit par rapport à l'image qu'on peut imaginer nette. Et en sortie, donc à droite, l'image après traitement d'image, après restauration. Et ça, c'est un résultat réel qu'on obtient très facilement avec des outils de mathématiques que vous aurez l'occasion de voir. Et vous allez voir que c'est très simple. Avoir ce résultat est très simple. Un deuxième, enfin, toujours dans le problème de restauration, mais un deuxième type, si j'ose dire, de restauration d'image, c'est par rapport ce qu'on appelle la dégradation de l'image. Si on regarde la première image, l'image elle est bruitée, elle est dégradée parce qu'il y a des points noirs et blancs aléatoires qui sont indésirables, qui apparaissent sur l'image. Dans la deuxième image, c'est quelque chose de différent. L'altération ou bien le défaut dans cette image, c'est qu'il y a des bandes obliques, noir et blanc ou noir ou je sais pas, mais il y a des bandes qui sont périodiques et qui altèrent l'image. Et dans ce cas-là, donc en fonction de cette dégradation de l'image, il faut imaginer des outils différents. Par exemple, les techniques mathématiques qu'on va utiliser pour ce type de dégradation sont différentes des techniques utilisées pour ce type de dégradation. Pareil ici, par exemple, quand on voit que la dégradation est périodique, on pense à utiliser des outils fréquentiels qui sont basés sur les séries de Fourier et les transformés de Fourier. Pareil, le résultat obtenu à droite est plutôt facile à avoir, mais en se plaçant dans l'espace de Fourier. L'image, toujours avec la restauration d'image, et on a un problème de déconvolution, où l'image elle est floue, et on aimerait enlever le flou, bien réduire le flou. Et pareil, cette dégradation, on peut la modéliser déjà mathématiquement comme une opération de convolution. Et pour enlever ce flou, on fait la déconvolution. La détection des contours, où en entrée, on a une image et on aimerait détecter les contours des objets. C'est très simple à comprendre. La segmentation, c'est une opération duale à l'opération de détection des contours. Et dans la détection des contours, on s'intéresse au bord, donc aux courbes, là, comme vous voyez sur les transparents, c'est des courbes qui délimitent les objets et les régions. Par contre, en segmentation, on s'intéresse aux régions. Et ce que vous voyez à droite, l'image sortie, les couleurs choisies sont de fausses couleurs, hein, c'est pas de vraies couleurs. C'est quand une région a une couleur, ça veut dire que les pixels qui appartiennent à la région, ou bien les pixels qui possèdent la même région, appartiennent à la même, plutôt que les pixels qui ont la même couleur, appartiennent à la même région. Voilà. Donc là, on voit trois régions différentes. Donc cette opération de segmentation, elle est duale à l'opération de détection des contours, parce qu'une fois on a la région, il suffit de prendre le bord pour avoir le contour. Et inversement, si on a un contour, en particulier un contour fermé, l'intérieur de son contour fermé est en fait une région. Donc c'est pour ça qu'on parle de dualité entre l'opération de segmentation et celle de détection des contours. Il y a aussi la mise en correspondance où je pense que vous avez certainement vu ça dans les séries télé ou les films. La police scientifique, quand elle essaie d'identifier des personnes, elle compare les empreintes et quand il y a comment dire, un nombre de points qui sont en correspondance, je pense 9 ou 10 ou 11, je ne me rappelle plus, mais quand il y a assez de points qui sont en correspondance, on considère que c'est la même empreinte et qui correspondent donc à la même personne. Et en fait, là, il y a deux problèmes at least. Ici, c'est tout d'abord traiter ces images d'empreintes pour enlever le bruit, corriger certaines déformations, extraire des points, et ensuite la mise en correspondance des points. Le problème des pitiés que vous avez à gauche, une image qui a été détériorée, il y a des parties, les parties qui sont rouges, on considère que c'est des parties manquantes. بومدوحة كوبيسون
UT, voilà. Donc, on considère que les parties en rouge, c'est des parties manquantes et on aimerait recouvrir ces parties manquantes à partir des parties connues. Donc, ça, c'est un autre problème de traitement d'image. Alors, il y a un problème aussi de reconnaissance de forme. Là, par exemple, la reconnaissance de l'écriture, la reconnaissance, par exemple, des plaques d'immatriculation, lecture des plaques d'immatriculation, l'inspection manufacturière. Vous savez que quand dans les usines, à la fin de la chaîne de production, il y a toujours des opérateurs, souvent humains, qui analysent les produits, enfin les produits quoi, les articles produits, et pour les tester, enfin tester ou les analyser, les inspecter, pour voir éventuellement s'il y a des défauts. Par exemple, une bouteille, comme on voit sur l'écran, une bouteille mal remplie, c'est considéré comme un produit défectueux qu'il faudrait enlever de la production, enfin de ne pas le vendre. Et quand il y avait des médicaments, faire attention à ce que ça soit pas ouvert, même si c'est très petite ouverture. Les pièces électroniques, si elles sont mal soudées, par exemple. Alors tout ça, c'est des problèmes qui sont réalisés par un opérateur humain, mais qui peuvent aussi être réalisés par des caméras. La compression, vous avez à droite, bon à gauche une image et à droite c'est la même image mais comprimée. Après compression, le but de la compression, c'est réduire la taille de l'image, mais tout en gardant une bonne qualité pour que ça soit la même personne. La compression est importante parce que on aimerait, comment dire, échanger des données, surtout des images de grande taille à une grande vitesse, et donc on aimerait réduire la taille pour que ça soit plus rapide dans la transmission. Alors l'imagerie médicale. Monsieur, Oui. est-ce qu'on perd des informations quand on dirait la compression? La compression est de type, il y a une compression avec perte et compression sans perte. La compression sans perte, elle est dite codage. Et la compression avec perte, elle est dite compression. Alors l'idéal, c'est de ne pas perdre l'information, mais il se trouve que enfin, souvent, on est obligé de perdre l'information, mais il ne faut pas que ça soit trop d'informations perdues. Voilà. D'accord. Donc, l'imagerie médicale, par exemple, reconnaître le sexe du bébé, bon, ça c'est parmi les applications. Détecter des lésions dans le cerveau, reconstruction tridimensionnelle, tout ça c'est des problèmes de traitement d'image que les gens maintenant, c'est enfin la manipulation des images médicales est maintenant indispensable et puis maintenant ça se généralisait, même comment dire, les machines qui font l'acquisition et l'interprétation des images médicales sont très répandus, même chez les généralistes. Maintenant, ils font l'acquisition de ces machins-là. Le système d'information géographique pour permettre comment dire, la prédiction de la météo, euh, c'est très important, vous le savez. Parfois aussi, on aimerait, par exemple, il y a une incendie, on aimerait délimiter, on aimerait estimer l'étendue de cet incendie, c'est pour voir mieux la combattre. Parfois, estimer une végétation, une production donnée, on utilise aussi l'imagerie médicale. Produire des cartes des villes, on prend des images. Alors, il y a les images, soit les images satellitaires, soit les images aériennes. Les images aériennes qui sont acquises avec des avions. Voilà, donc voilà grosso modo un petit peu plusieurs applications de traitement d'image. On passe à la caractérisation de l'image. Alors, les images pour nous, c'est des matrices. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une matrice, c'est une fonction particulière, d'accord? Et un pixel, on a besoin, pour définir les coordonnées du pixel, de définir un repère. Un repère qui est une origine, donc le point rouge, et des axes X et Y. Donc, il faut le repère déterminé, choisi, parce que c'est pas le seul repère possible. Hein. Donc, je peux prendre ce point rouge, je peux prendre un point au milieu, je peux prendre un point en bas. Donc, en fait, le repère dans une image, c'est une question de choix. Ce que je présente sur l'écran, c'est le choix le plus classique, le plus répandu. Donc, un pixel est défini par les indices et l'intensité, donc les trois valeurs. Et on peut aussi, puisqu'on a les indices,
définir le voisinage d'un pixel. Donc, vous avez le point rouge et les 3 points orange. Les 4 points pardon, orange sont les voisins de ce pixel. D'accord? La notion de voisinage, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont basées sur la notion de voisinage. Et même, par exemple, enfin, les opérations de filtrage, les filtres de traitement d'image. Et puis, il y a aussi, quand il s'agit de discrétiser une équation, par exemple, différentielle, par la méthode différentielle, on utilise cette notion de voisinage. Il y a aussi, par exemple, quand on fait des approches stochastiques, l'échange de Markov, par exemple, repose essentiellement sur cette notion de voisinage d'un point. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle les quatre voisins. C'est le système des voisinages à quatre voisins, mais c'est pas le seul système possible. On peut considérer les 8 voisins. Donc, on peut rajouter les 4 voisins diagonaux, d'accord, pour avoir un système à 8 voisins. Bien sûr, plus le système de voisinage augmente, le nombre de pixels augmente, plus on a plus d'informations utilisées, meilleur est le résultat. On peut s'attendre à ce que ça soit meilleur, mais en même temps, les calculs deviennent de plus en plus, comment dire, coûteux en termes de temps de calcul. Voilà. Donc, les voisinages, les quatre voisins, donc si je considère x, y comme mon pixel central, le pixel en rouge, j'ai x plus 1, donc ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y, donc x plus 1, je ne sais pas si vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous arrivez à voir la souris quand je manipule la souris? Oui, oui, monsieur. Très bien, donc voilà, donc ce pixel c'est x plus 1, y, ce pixel c'est x moins 1, x moins 1, y. Bien sûr, vous arrivez à voir la souris. Oui, monsieur, j'arrive à voir. Très bien. Oui, ce pixel-là, c'est y moins 1, x, et c'est x, y moins 1, et ce pixel-là, c'est x, y plus 1. D'accord? Voilà, donc on peut déjà remarquer que si par exemple je prends un point sur le bord, j'ai premier voisin, deuxième, troisième, mais le quatrième voisin, il va se trouver à l'extérieur de l'image. Donc ça pose un problème pour certaines opérations et qu'on verra, enfin, ce problème des pixels qui vont se retrouver à l'extérieur de l'image sera discuté plus tard, parce que c'est un problème intéressant, enfin, important. Voilà. On définit aussi la distance entre les pixels, et la distance, c'est comme les distances en mathématiques que vous connaissez. Bien sûr, il y a plusieurs distances possibles. La distance D1, la distance D2, la distance euclidienne, la distance C infinie, ainsi de suite. D'accord? Et quand on dit distance entre deux pixels, c'est la distance entre les coordonnées des pixels, donc c'est une distance dans R2. D'accord? Voilà. Je passe. Ça va se couper dans quelques minutes, mais quand ça se coupe, il suffit de se reconnecter. D'accord? Quand ça se coupe, on fait une pause de 3-4 minutes, quand ça se coupe, et puis on recommence. Voilà. Sur le même lien, bien sûr, le même lien. Donc, voilà. Maintenant, une question aussi intéressante, c'est de savoir décrire les régions des images. Parfois, quand on fait un traitement, on aimerait savoir si c'est bon ou pas, et on est amené à discuter les résultats de ce traitement en fonction comment dire, de la nature de l'image analysée, ou bien de la nature de la partie de l'image analysée. Par exemple, si je prends cette image-là, c'est l'image de Barbara. En traitement d'image, il y a un certain nombre d'images qui sont assez utilisées par tout le monde. Euh, Pourquoi on utilise les mêmes images? C'est pour pouvoir comparer nos approches. Par exemple, moi, je fais une certaine opération, je développe un certain algorithme qui fait, par exemple, la restauration d'images. Je l'applique sur l'image de Barbara. Un autre chercheur en Chine, il fait la même chose, il va développer sa méthode à lui. Et il est important d'appliquer nos méthodes sur les mêmes images pour pouvoir les comparer. Voilà, donc cette première région, c'est une région qui contient la texture, et la texture, c'est comme un motif qui se répète, d'accord? Donc c'est comme une certaine structure qui se répète. Il y a ici ce qu'on appelle les ondes homogènes, parce que les pixels sont censés avoir la même couleur, la même intensité, même s'il y a une petite variation, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que c'est à peu près approximativement la même couleur. Si je prends cette partie-là, ça représente un contour. Et un contour, c'est la séparation entre deux régions différentes. Donc, j'ai la première région et j'ai la deuxième région. D'accord? Donc, voici quelques
disons, partie importante de l'image, pour pouvoir mieux la décrire. Je peux définir aussi les caractéristiques de l'image, certaines quantités. Par exemple, la dynamique, qui est la différence entre le maximum des intensités et le mouvement. On peut définir la dynamique de la luminance, pardon, comme la moyenne des intensités. Et on peut définir le contraste comme, par exemple, le max moins le min divisé par le max plus le min. Bon, c'est des, comment dire, des chiffres ou bien des indicateurs qui donnent des informations sur l'image. C'est des indicateurs chiffrés, avec des chiffres. Maintenant, on arrive à quelques jargons de mots utilisés en traitement d'image. Un bit, c'est l'élément de base avec lequel on travaille. Et plutôt, c'est l'ordinateur qui travaille avec le bit. Et sa valeur, c'est soit 0, soit 1. 8 bits, c'est la juxtaposition de 8 bits, tout simplement. Chaque bit a soit 0, soit 1. Quand on les met l'un après les autres, on arrive à 8 bits et ça permet de coder 2 puissance 8 valeurs possibles. Parce que prenez le cas de deux cases seulement. Pensez à un bit comme une case, ok, qui contient soit 0, soit 1. Si je mets deux cases, alors la première aura soit 0, soit 1. La deuxième aura soit 0, soit 1. J'aurai combien de possibilités, combien de valeurs possibles, combien de cas possibles? J'aurai 2 fois 2. Ça fait 4. OK? J'aurai par exemple 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça fait 4 valeurs possibles. Si j'ai 3 cases, j'aurai 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait 8 valeurs possibles. J'aurai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, ainsi de suite, jusqu'à 1, 1, 1. Les images, j'ai dit tout à l'heure que les images étaient codées sur 8 bits, donc ça, chaque pixel a 256 valeurs possibles, donc de 0 jusqu'à 255, mais ça c'est vrai pour les images dites à 8 bits, parce qu'il y a aussi des images à 12 bits ou bien à 16 bits. Par exemple, pour les images à 16 bits, pour chaque pixel, il y a 2 puissance 16 valeurs possibles. Et 2 puissance 16 valeurs possibles, c'est 65 536 valeurs possibles. Et sur plus on a un nombre élevé de bits, plus il y a de possibilité de représenter les valeurs du pixel, c'est-à-dire l'intensité de la couleur. Alors, on parle aussi de byte, et byte, ce n'est autre que le 8 bits. C'est un byte ou bien un octet. Bon, un octet en français, généralement, et un byte en anglais. D'accord? C'est la même chose. Un byte, ou c'est un octet, c'est 8 bits. Généralement, les gens font l'amalgame entre bit et byte, mais ça, c'est pas la même chose. Hein, d'accord? Un byte, c'est 8 bits. Si je prends par exemple une image binaire qui contient 500 pixels par 512 par 512, c'est-à-dire en X, j'ai 512 fois 512, eh bien, 512 fois 512, et pour chaque pixel, j'ai un seul bit, parce que c'est une image binaire, c'est-à-dire que chaque pixel soit la valeur 0, soit 1, image binaire. Donc, j'ai besoin de 512 fois 512 fois 1 bits pour représenter cette image. D'accord? Je divise par 8 et ça donne le nombre de bytes. D'accord? Si je prends par exemple une image 512 fois 512 avec 8 bits, qu'est-ce que ça veut dire 8 bits? Ça veut dire que chaque pixel, il a 8 bits pour représenter les valeurs possibles. Eh bien, au niveau degré, pourquoi j'ai mis 1? Non, c'est. Oui, voilà. Donc, c'est 512 fois 512 fois 1 byte. OK? Pourquoi? Parce que l'unité, c'est byte. Parce que chaque 8 bits, c'est un byte. Si je veux calculer la taille de l'image en bits, il faut que je multiplie par 8. D'accord? Voilà. Et pour la couleur, il suffit de multiplier par 3 aussi, parce que une image couleur, c'est 3, on va dire c'est 3 images au niveau degré, c'est 3 canaux différents. Voilà. Je pense que ça va se couper. Avant que ça se coupe, je peux prendre des questions, peut-être avant de passer à la numérisation. Des questions? Alors, Anis, pas de questions? Non, c'est, j'ai tout compris.
Très bien. Bon, on passe à la numérisation, mais ça va se couper à n'importe quel moment, c'est pas grave. Alors, la numérisation, c'est le passage du monde analogique vers le monde numérique. Et donc, on suppose qu'on a une image continue, analogique. La numérisation, ça se fait sur deux niveaux. L'échantillonnage et la quantification. Alors, l'échantillonnage, c'est en quelque sorte la numérisation de l'espace. Au départ, on a quelque chose de continu en espace et je le discrétise pour avoir des pixels. D'accord? Et la deuxième étape, ou bien la deuxième partie de la numérisation, c'est la quantification. Parce qu'au départ, j'ai des valeurs continues. C'est comme si chaque pixel a une couleur réelle, un nombre réel. Et ensuite, je suis obligé d'avoir un entier pour représenter la couleur. Et c'est la quantification. Donc, lié à ces deux opérations, on parle de résolution. Quand on parle de résolution de l'image, il y a deux sens de résolution. Il y a la résolution tonale, c'est-à-dire des intensités, et ça veut dire j'ai combien de bits par pixel. Quand il y a un seul bit, j'ai soit noir, soit blanc, pour chaque pixel. Quand il y a deux bits, ben, il y a quatre valeurs possibles. Jusqu'à 8 bits, et vous voyez le dégradé des couleurs entre le noir et le blanc. D'accord? Et puis, il y a bon, la résolution tonale. On voit par exemple toujours l'image de Barbara, image codée sur 6 bits, 3 bits, 2 bits et 1 bit. D'accord? Bien sûr, plus on a de bits, plus meilleure est la qualité de l'image. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà à 6 bits, l'image apparaît je dirais assez bonne. Et elle est légitime de se poser la question, si je passe de 6 bits à 7 bits, à 7 bits, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, je peux poser la question autrement, si j'ai une image à 8 bits, d'accord? Et je me permets d'enlever un bit pour la réduire à une image à 7 bits. Est-ce que l'image va beaucoup changer? D'accord? Non, elle ne va pas beaucoup changer, je Voilà. pense. Donc, on a déjà ici une opération de compression. Alors, je disais que déjà, ici, on a une opération on a une technique de compression, parce qu'on peut réduire le nombre de bits sans pour autant toucher la qualité de l'image. Par exemple, comparer cette image à droite et à gauche, en fait, c'est la même image, d'accord? C'est avec le même nombre de bits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le nombre de bits. Et donc, à gauche, ça sera toujours la même image, input, et à droite, l'image après réduction du nombre de bits. Et essayer de voir s'il y a des changements entre l'image à gauche et l'image à droite. D'accord? C'est bon? Non, allez, c'est bon? Ah oui, Très bien. Alors, je fais, vous voyez, image réduite par deux. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? non, pas grand-chose. Vous avez l'image, réduction par deux, et ça réduit la taille par deux. Hein. Réduction par 4, la taille a été réduite par 4 sans pour autant que la qualité soit altérée. Par 8, est-ce que vous voyez une différence? Euh, un petit peu. في الاربر هذيك تبان Oui, شويه. oui, plus? الاربر اللي راهي اغوش هذيك تبان شويه شغل. Rien. آه، وي 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 فهمت. Je suis مي با فريمون يعني. par 16. Chauffe par 16? Ah, par 16, oui. Chauffe honnête. Ouais. Alors, jusqu'à réduction par 8, il y a pas vraiment de changement entre les images. Donc, pensez par exemple, vous avez une vidéo
et puis les images défilent en 24 images par seconde. Soyez sûr, vous n'allez pas remarquer aucune altération des images, parce que l'image vont vite, et quand il y a une petite altération, même s'il y a un petit niveau, vous n'allez pas vous apercevoir. D'accord? Maintenant, quand c'est réduit par 16, il y a ce qu'on appelle l'apparition de faux contours. Alors, c'est quoi un faux contour? Comme vous voyez ici sur le nuage, il y a des contours qui apparaissent qui n'étaient pas dans l'image initiale. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, pour réduire cet effet négatif de faux contour, on peut faire ce qu'on appelle le dithering. Le dithering, c'est rajouter du bruit avant de faire la compression. Et ça permet de réduire un petit peu cet effet de faux contour. Vous voyez, par exemple, ici, ce qu'on obtient en faisant la réduction de la taille par 16 et ce qu'on obtient en faisant le dithering. D'accord? Ça permet quand même de réduire un petit peu ces défauts de compression. Voilà, j'ai mis le code MATLAB qui permet de faire la quantification. Elle est très simple, hein, vous pouvez tester, d'accord? Vous voyez, en une seule ligne, voilà, une seule ligne permet de faire cette compression d'image. Voilà, une deuxième application, c'est la stéganographie. Et bien sûr, si je reviens à la compression, c'est comme si vous avez un chiffre. Par exemple, je vous pose la question, quelle est la valeur de pi? Alors, Anis, quelle est la valeur de pi? La valeur de quoi? De pi. Pi, c'est 3,14 après. Voilà. Beaucoup de- Vous vous êtes arrêté à 14, donc il y a d'autres chiffres après. C'est Oui, la même chose quand on fait la compression avec cette quantification. C'est que dans la précision, on doit s'arrêter à un certain moment. D'accord? Qui ne va pas toucher vraiment la qualité de l'image. La deuxième question, c'est la stéganographie. La stéganographie, c'est l'art de dissimuler un message secret dans une image. D'accord? Si on revient, donc on va voir comment on fait là. Par exemple, je t'envoie une image et toi, tu vas pouvoir extraire une information, un message secret à partir de l'image. Euh, pour faire la stéganographie, on revient sur la représentation décimale binaire. Si vous avez par exemple un chiffre 241, je peux récupérer le code binaire de ce chiffre-là. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Pour l'avoir, il suffit à chaque fois de diviser par 2. Et je divise par 2, je mets le résultat ici et le reste de la division ici. Donc 241 par 2, ça donne 120 et le reste c'est 1. 220 par 2, ça donne 60, le reste c'est 0. Jusqu'à arriver à 1, 1 par 2, ça donne 0 et le reste c'est 1. Et je récupère le code binaire. Et si j'ai le code binaire et je veux reconstruire mon image, et ben ça sera 1, ce 1 là, il est multiplié par 2 puissance 0. Ce deuxième 1, il est multiplié par 2 puissance 1. Ce troisième 1, il est multiplié par 2 puissance 2, jusqu'à ce 0, il est multiplié par 2 puissance 6. Et ce 1 est multiplié par 2 puissance 7. D'accord? Alors, à votre avis, quel est comment dire, le bit le plus important? Est-ce ce premier-là ou bien ce dernier-là? le premier, Alors, ce premier, il est multiplié par quoi? Par 2 puissance 0 ou bien par 2 puissance 7? or 2 puissance 0, donc c'est 1. Alors, je reprends. Qu'est-ce qui multiplie par 2 puissance 0? C'est 1. C'est ce 1-là, le dernier. Oui, oui, Ce 1-là, il est multiplié par 2 puissance 7. oui. Donc, le plus important, le but le plus important, c'est celui-là. Et quand on dit le plus important, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je remplace 1 par 0, est-ce que l'image va changer? C'est ça la signification. Euh, oui, oui, elle va changer. Voilà. Et donc c'est ce pixel le plus important. Ensuite, l'ordre d'importance va décroître avec ces pixels-là, jusqu'à arriver à ce pixel-là. Par exemple, si je prends ce pixel et je remplace 1 par 0, ben, l'image ne va pas changer. Parce que quand je remplace 1 par 0, c'est 241 qui devient 240. D'accord? Donc, Oui. pour moi, il n'y a pas de changement dans l'image.
Et donc, la stéréographie, elle repose sur cette idée. Donc, cette décomposition que j'ai faite pour un pixel, on l'a fait pour l'image. Et donc, l'image sera la somme de 8 images différentes. D'accord? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les 8 images, ça représente les bits. Et donc, la dernière image, c'est l'image la moins significative. Donc, dans cette dernière image, je peux modifier. D'accord? Donc, je reprends. Je prends mon image, je la décompose en 8. Je prends la huitième image qui contient les valeurs qui ne sont pas importantes. Ça correspond à ce dernier chiffre, soit 0, soit 1. Je modifie cette image, la huitième image, et je refais la somme. L'image ne va pas changer, mais si je te l'envoie, tu vas pouvoir faire la même chose, décomposer et récupérer la dernière image. Alors, par exemple, cette image-là, ça c'est le premier bit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Vous voyez que le but le plus important, c'est comme si vous voyez l'image de loin. Vous avez l'information la plus importante. Ensuite, plus on s'approche, plus on voit un peu mieux les détails. D'accord? Jusqu'à arriver à la huitième image qui paraît complètement arbitraire, complètement aléatoire. Donc, je peux modifier, je peux mettre ici ce que je veux et je recompose. Et voici ce que vous voyez ici, c'est l'image originale. Et ça, c'est l'image dans laquelle j'ai mis un message secret. Est-ce que vous voyez une différence dans les deux? Non. Aucune différence. Mais si je fais ce que j'avais dit tout à l'heure, je peux récupérer le message que j'ai mis. C'est M1 IMG 2017. C'est ce que je fais en 2017. Bon, ça date déjà de 5 ans, il faut que je change de message. Bon. D'accord? Voici aussi le code MATLAB que vous pouvez tester. C'est très simple, pareil, à faire. Ceci illustre le changement de résolution de l'image à partir de l'image 62 sur 72. Quand je réduis jusqu'à arriver à 64 x 64, on voit ce qu'on appelle, là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a réduit le nombre de pixels. Mais quand on réduit le nombre de pixels, on s'attend à ce que la taille physique de l'image change. Mais non, on a gardé les mêmes extrémités, on a gardé la même taille physique. Ce qui se passe, c'est que c'est les pixels qui vont changer de taille. D'accord? Les pixels qui étaient par exemple à 1 mm fois 1 mm, il va arriver à 5 mm fois 5 mm. Et donc, quand on réduit la résolution spatiale, on a ce qu'on appelle l'effet de pixelisation. Alors, pixelisation, ça veut dire que c'est les pixels qui apparaissent. D'accord? On va voir l'apparition de carrés un peu grands. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, quelques informations sur toujours le jargon utilisé. Concernant la résolution spatiale, quand on parle, bon, tout d'abord, le inch, c'est 254 cm. Par exemple, vous allez faire de l'impression, ou même quand on parle de photos ou d'images, ou même parfois de scanner, on parle de DPI. Alors, DPI, c'est le dots per inch. C'est-à-dire que physiquement, si j'ai un inch, c'est-à-dire carré, 254 cm fois 254 cm, il y a combien de points? D'accord? Donc, bien sûr, plus le DPI est grand, meilleure est la qualité d'image. Parce qu'on arrive à mettre beaucoup de points dans un petit carré. Donc, c'est dots per inch in English, ou PPP, point par pouce en français. Parce que le pouce, c'est le inch, mais en français. D'accord? Donc, on peut faire des calculs. Si je vous donne par exemple la taille d'un équipement et le nombre de DPI désirés, on peut calculer le nombre de points. D'accord? Voilà. Alors, on parle aussi de PPI, pixel per inch. Alors, dots ou pixel, c'est la même chose. Un point ou un pixel, c'est la même chose. D'accord? On parle aussi de PPC, c'est le point par centimètre.
ppm point par millimètre. Donc, c'est juste quelque chose qui... Alors, ce qu'on a discuté pour le document, ça s'applique aussi pour un écran. Quand on a un écran avec, je sais pas, 300 dpi, ça veut dire c'est combien de points par inch. OK? Et donc, quand on calcule la résolution spatiale, il faut mettre trois paramètres en relation. La dimension physique, alors ces informations, on les rencontre souvent dans l'impression. D'accord? Quand on veut imprimer, ou surtout pour les. Bien sûr, je parle des professionnels. La dimension physique de l'image finale, sur combien comment dire, la surface, la dimension largeur et longueur. Exemple 30 cm par 20 cm. La résolution finale de l'image, et combien de points par pouce ou bien par centimètre, combien de points par millimètre, et la taille en pixels de l'image. D'accord? Voilà, exemple. Vous souhaitez imprimer une photo de 13 x 10 cm. D'accord? Votre imprimeur vous demande de lui fournir des images dont la résolution est de 300 dpi au moins. Donc, vous avez une image, vous souhaitez imprimer des images sur un support physique. D'accord? Alors, l'imprimeur, il demande 300 dpi au moins par image. Donc, on peut calculer la largeur et la longueur minimale des images. D'accord? Donc, quand on lui donne une image, on doit calculer la largeur et la longueur. Vous pouvez faire les calculs, c'est très simple. C'est juste, c'est élémentaire qu'on calcule. Vous pouvez revérifier ces calculs. Voilà, donc ça, c'est pareil. On arrive à un autre point qui est intéressant, qui est lié à cette histoire d'acquisition d'images, d'échantillonnage. Il y a un défaut quand on fait l'échantillonnage, et quand on fait l'acquisition d'images, qui s'appelle le repliement du spectre, ou bien en anglais, c'est l'aliasing. L'aliasing, c'est une distorsion dans le signal due à une fréquence d'échantillonnage trop faible. Alors, par exemple, en bleu, c'est le signal original, et quand on dit échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des points, d'accord? On sélectionne périodiquement des points, d'accord? C'est comme si vous avez un support physique, enfin un document ou une table, et on sélectionne des pixels, d'accord? Si je prends par exemple un premier point, un deuxième, troisième, quatrième, c'est-à-dire chaque pratiquement 2,5 en l'axe X, le signal obtenu, ça sera ça. Donc le signal obtenu avec cette fréquence d'échantillonnage est très différent du premier. Le premier signal est périodique et le deuxième est décroissant. Donc on aura carrément une autre information. Alors c'est le même phénomène, on le rencontre quand on fait l'échantillonnage d'une image. Parce que parfois, par exemple, vous avez une grande image, je ne sais pas, 1000 x 1000, et on aimerait réduire la taille de l'image. Alors, ça veut dire quoi réduire? C'est-à-dire qu'on va sélectionner des pixels. Par exemple, vous prenez la première ligne de l'image, on va prendre un pixel sur deux. Et on fait la même chose par rapport aux colonnes. Comme ça, on va réduire la taille de l'image par 4. Mais il faut faire attention parce que quand on fait ça, il y a ce phénomène de repliement du spectre qui peut être rencontré. Et par exemple, sur cette image-là, on voit, par exemple, ici, dans le pantalon de Barbara, les bandes du pantalon qui étaient dans cette direction ont complètement changé de direction. Donc en fait, l'image a été déformée carrément. D'accord? Et on voit aussi clairement cette déformation ici. Donc l'image a changé carrément. Donc quand on fait de l'échantillonnage ou bien ce qu'on appelle le sous-échantillonnage, il faut faire attention à ce phénomène de repliement du spectre. Et fort heureusement, mathématiquement, on a étudié ce phénomène et on a compris que c'était lié à la fréquence d'échantillonnage et à théorème de Shannon et tout ça, qui est en fait à la mode ces derniers temps. Et on a trouvé une parade, une technique qui permet d'éviter l'apparition de ce problème. Et la technique, c'est de faire une régularisation avant de faire le sous-échantillonnage. Ça, mathématiquement, ça peut être étudié en utilisant les séries de Fourier. C'est très intéressant comme raisonnement.
D'accord? Donc, pour régler ce problème d'aliasing, il faut faire ce qu'on appelle une régularisation, comment dire, un lissage avant de faire le sous-échantillonnage. Voilà, donc on arrive, il reste 2-3 minutes peut-être, je sais pas. On arrive aux transformations géométriques. Il y a différents types de transformations. Il y a, par exemple, une transformation directe, d'accord? Par exemple, une rotation, une translation ou déformation. C'est-à-dire, je prends ce pixel, 180, et en utilisant cette transformation, je vais chercher la nouvelle position du pixel. Par exemple, le pixel 1, 2, je calcule avec t, je trouve 10,5 et 11,3. Je fais un arrondi et je cherche le pixel approprié. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode directe. Le problème, c'est que quand je prends un pixel et je fais une transformation, ce pixel-là, il peut se retrouver entre 4 pixels. D'accord? Et quand il se retrouve ici, dans cette région-là, je vais l'affecter à quel pixel? Donc ça, c'est problématique. Je peux l'affecter par exemple à celui-là ou à celui-là, à l'un des quatre. Je peux l'associer au pixel le plus proche, par exemple. Mais le problème, c'est que si je prends un autre pixel, il va se retrouver pareil, proche de ce pixel-là. Là, je suis mal barré. Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Alors, pareil, si je prends un pixel et il va se retrouver à l'extérieur de l'image, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a une deuxième approche qui consiste à faire l'inverse. Plutôt que de prendre des pixels et chercher la nouvelle position, c'est prendre chaque pixel de l'image sortie et chercher l'antécédent. D'accord? Au lieu de prendre un point et chercher l'image, je prends le point et chercher l'antécédent. Dans ce cas-là, si un pixel se retrouve entre 4, je fais par exemple une interpolation. Ça devient une interpolation, ça veut dire que je calcule la valeur de ce pixel en sortie à partir des 4 pixels entre lesquels le pixel s'est retrouvé. Voilà. Voici quelques transformations élémentaires de translation de rotation. Voilà. Je passe. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vais mettre. Si, bon, vous pouvez aller sur ce site, d'accord, pour voir les transparents. Du coup, je pense les séries TD aussi. Et puis, je pense qu'il y a aussi des vidéos qui ont été enregistrées. Et même cette vidéo, je vais la mettre en ligne et comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, même les gens qui n'ont pas pu assister peuvent la consulter. Voilà, j'espère qu'on pourra programmer une séance la semaine prochaine. Et pour les gens de Blida, il faut faire les TP. Hein. Donc, j'ai discuté avec la chargée de TP. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui assiste. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut assister. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Très bien. Je pense que non. Oui, allez-y. J'ai dit non. Je dis pas de question. Très bien. Donc, a priori, on fixera une séance la semaine prochaine, le même jour, le jeudi. Et éventuellement, même en vacances, ça ne me dérange pas, on peut programmer une séance. D'accord? D'accord. Voilà. Merci, à la prochaine. Allez, bon week-end. Merci, monsieur.